Ma fille et son mari sont revenus de leur voyage de célébration en Chine, souriants. Ils ont remonté l'allée de pierre vers la porte d'entrée de la maison qu'ils venaient de vendre pour 2,8 millions d'euros. Une maison qu'ils étaient convaincus de posséder. Mon gendre Kevin a glissé la clé dans la serrure. Elle s'adaptait parfaitement. Elle a tourné en douceur. Mais au moment où il a poussé la porte, les sourires ont disparu de leur visage. Ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur a fait hurler ma fille Alicia. Un son que je n'avais pas entendu depuis qu'elle était petite et qu'elle était tombée de la balançoire. Un son d'horreur pure et non filtré. Mais ils ne criaient pas à cause de ce qu'il y avait là. Ils criaient à cause de ce qui n'y était pas. Avant de vous raconter ce qu'ils ont vu dans cet espace vaste et vide et comment j'ai orchestré tout cela depuis mon fauteuil avec un téléphone et un stylo-plume, laissez-moi vous expliquer. Ce cri était la note finale d'une symphonie de chuchotements qui résonnait dans ma maison depuis 2 ans. Mon nom est Jérôme Dubois. Et à 75 ans, j'ai appris que certains sentiments s'installent dans vos os bien avant que votre esprit ne les comprenne. Cela a commencé juste après que ma Léna, ma femme depuis 50 ans, nous ait quittés. Le silence dans cette grande maison sur la colline de Neuilly était assourdissant. Alors quand Alicia et Kevin ont suggéré d'emménager pour m'aider à prendre soin de moi, une partie de moi a ressenti un profond soulagement. Je pensais que c'était une bénédiction. J'ai vite appris que c'était le début d'un siège. Au début, les changements étaient petits. Alicia est entrée dans la cuisine un matin et a dit « Papa, ces vieux rideaux fleuris sont tellement démodés. J'ai vu des rideaux minimalistes adorables en ligne. » Avant que je puisse répondre, ils étaient recommandés. Léna avait choisi ce motif fleuri. Elle disait que cela donnait l'impression que la cuisine était toujours au printemps. Une semaine plus tard, Kevin a décidé que mon fauteuil en cuir préféré, celui parfaitement moulé à mon corps après des décennies d'usage, était une horreur. Il l'a déplacé au sous-sol sans demander. « Ça gâche juste le flux du salon, Jérôme », a-t-il dit, me tapant sur l'épaule comme si nous étions partenaires dans cette décision. Lentement, pièce par pièce, la maison a commencé à me sembler moins mienne, moins nôtre. C'était comme un hôtel où j'étais un résident de longue durée, dont les préférences étaient poliment ignorées. Alicia, ma propre chair et mon sang, semblaient rapetisser en présence de son mari. Elle commençait à dire quelque chose, croisait le regard de Kevin, et sa pensée s'estompait dans un sourire hésitant. Ils formaient une équipe, et je réalisais lentement que je n'en faisais pas partie. J'étais le projet, le problème à gérer. Les chuchotements sont devenus plus forts. La voix de Kevin portait depuis la terrasse le soir pendant qu'il était au téléphone. « C'est un bien immobilier de premier choix. La gentrification pousse les valeurs à travers le toit. Un actif qui traîne ici. » Il n'en parlait jamais comme d'un foyer. C'était toujours un actif, un chiffre sur un tableur. Le travail de ma vie réduit à une estimation sur ce loger. Puis, les suggestions douces ont commencé. Chacune une petite aiguille sondant la faiblesse. Ça a commencé avec le jardin. J'étais à l'arrière, en train de retourner la terre dans les plates-bandes de rose de Léna. Mes mains profondément dans la terre, où je me sentais le plus proche d'elle. Kevin est sorti en tenant une tablette. « Jérôme, tu ne devrais vraiment pas être là dehors à creuser dans la terre à ton âge. Et si tu tombais ? Personne ne le saurait. » Il l'a dit avec un ton de profonde préoccupation, mais ses yeux étaient sur la taille du jardin, calculant sa superficie. Il ne s'inquiétait pas pour ma santé. Il s'inquiétait pour son investissement. Quelques semaines plus tard, c'étaient mes clés de voiture. Je me dirigeais vers mon petit déjeuner hebdomadaire avec quelques vieux amis du syndicat. Kevin m'a arrêté à la porte. « Hé, où vas-tu » a-t-il demandé, son sourire n'atteignant jamais ses yeux. Je lui ai dit. Il a hoché lentement la tête. « Tu sais, je lisais un article sur les temps de réaction des conducteurs de plus de 70 ans. C'est assez effrayant. Pourquoi est-ce que je ne garde pas celle-ci pour toi ? Je peux te conduire partout où tu as besoin d'aller, juste pour la sécurité. » Il a tendu sa main, pas comme une demande, mais comme une exigence. J'ai regardé ma fille, qui se tenait dans la cuisine, prétendant être occupée avec la cafetière. Elle ne me regarderait pas. À ce moment-là, j'ai senti les murs de ma propre maison se refermer sur moi. Je lui ai donné les clés. Je ne voulais pas provoquer une dispute. Je comprends maintenant qu'éviter une dispute était la chose la plus dangereuse que je pouvais faire. Les discussions sur l'argent sont devenues constantes. Kevin s'asseyait à la table du dîner en faisant défiler son téléphone. « Tu as vu à combien la maison Henderson de la rue s'est vendue ? 3,2 millions ? Jérôme, ce n'est pas juste une maison, c'est un portefeuille. » Il parlait comme si j'étais un enfant qui ne comprenait pas la valeur des choses.
Moi qui avais commencé une entreprise de construction avec rien d'autre qu'un camion et 2 mains solides. Moi qui avais personnellement dessiné les plans de cette même maison. Je hochais juste la tête et continuais à manger la nourriture sans goût dans ma bouche. Chaque commentaire était un petit acte d'effacement, une tentative d'éroder ma compétence, pour faire de moi un vieil homme fragile qui avait besoin d'être sauvé de lui-même. Ils ne faisaient pas que prendre le contrôle de ma maison. Ils essayaient de prendre le contrôle de mon identité. Certaines nuits, quand la maison était silencieuse et qu'ils dormaient, je me promenais seul dans les pièces. Je passais ma main le long de la rampe en chêne que j'avais installée moi-même. Je me tenais dans l'embrasure entre la cuisine et le salon où Léna et moi avions marqué la taille de nos enfants en traits de crayon fin. On pouvait encore les voir si on attrapait la lumière juste comme il faut. Cette maison était un témoignage vivant de notre vie ensemble. Elle avait été construite avec la paie des heures supplémentaires de mon premier gros contrat. Chaque brique, un testament à une promesse que j'avais faite à Léna quand nous étions juste des gamins sans rien. Je lui avais dit que je lui construirais un château, un endroit si solide qu'aucune tempête ne pourrait jamais l'ébranler. Un endroit où notre famille serait toujours en sécurité. Je me tenais là dans l'obscurité, le léger parfum de cire lavande de Léna s'accrochant encore au bois, et je sentais sa présence. Je me souvenais de son rire résonnant dans le couloir. Je me souvenais du jour où Alicia avait fait ses premiers pas sur ce même parquet. La maison n'était pas un actif. C'était un sanctuaire. C'était une promesse. Et en écoutant le ronronnement silencieux du réfrigérateur, je savais au fond de mes os que je ne me battais pas juste pour une propriété. Je me battais pour l'âme de ma famille. Je me battais pour tenir ma promesse à Léna. Il voyait un prix. Je voyais toute ma vie. Et je savais que je devais faire un choix. Le point de rupture est arrivé un mardi. C'était un soir ordinaire. Nous étions assis à la table du dîner, celle que Léna avait achetée dans un magasin d'antiquités et avait passé tout un été à restaurer. Kevin avait ouvert une bouteille de vin cher, quelque chose qu'il faisait quand il était sur le point de faire un mouvement. Il s'est éclairci la gorge après avoir pris une longue gorgée. « Jérôme, a-t-il commencé, sa voix lisse et pratiquée. Alicia et moi avons discuté. Nous sommes inquiets pour toi et nous avons réfléchi à l'avenir, à la meilleure façon de tout protéger. » Il a fait un geste vague autour de la pièce. Nous pensons qu'il est temps de formaliser les choses. Pour ta protection, bien sûr, nous devrions examiner la possibilité de me donner une procuration. Et peut-être pouvons-nous établir une nouvelle fiducie, quelque chose de plus moderne que je peux gérer pour toi. Ça enlèverait tout le stress de tes épaules. L'air est devenu épais et lourd. J'ai regardé Alicia. Elle fixait intensément son assiette, poussant un morceau de poulet avec sa fourchette. Elle ne croiserait pas mon regard. Elle était complice volontaire de la dépossession de son propre père. J'ai posé mes couverts, le tintement résonnant dans le silence soudain. J'ai regardé directement Kevin. Cet homme qui voyait le travail de ma vie comme une ligne dans son portefeuille. Cet homme qui me voyait comme un obstacle à gérer. J'ai laissé le silence s'étirer, le laissant sentir le poids de sa propre audace. Puis je lui ai donné ma réponse. C'était un seul mot prononcé avec un calme que je ne savais pas posséder. Non. Le téléphone a sonné un jeudi après-midi, perçant le calme confortable de mon bureau. Je lisais un livre sur l'architecture urbaine, une passion depuis mes premiers jours sur les chantiers. J'ai vu la photo d'Alicia sur l'écran, et j'ai ressenti un mélange familier d'espoir et de lassitude. J'ai répondu. « Salut papa », a-t-elle dit. Sa voix était brillante, un peu trop forte, comme une animatrice radio essayant de paraître joyeuse. « J'appelle juste pour prendre de tes nouvelles. Comment tu te sens aujourd'hui ?» J'ai regardé par la fenêtre le chêne que Léna et moi avions planté pour notre premier anniversaire. Ses feuilles commençaient à devenir dorées. « Je vais bien, Alicia. Je lisais juste. »« Oh, bien, c'est bien, » a-t-elle dit rapidement. Il y a eu une pause où une vraie conversation aurait pu commencer. Au lieu de cela, elle l'a remplie avec une liste de contrôles. « As-tu pris tes médicaments pour la tension ce matin ?»« Tu te souviens de déjeuner ?»« Oui, Alicia, je m'en suis souvenu. »« D'accord, super, super, » a-t-elle dit, sa voix s'estompant. « Bon, il faut que j'y aille. Kevin vient de rentrer. Je voulais juste entendre ta voix. Je te parlerai bientôt. Au revoir, papa. » La ligne est devenue silencieuse. L'appel était comme une pierre rebondissant sur un lac profond. Tout en surface, aucune profondeur. J'étais sur le point de poser le téléphone quand j'ai réalisé qu'Alicia n'avait pas raccroché. Je me suis tenu là, le téléphone encore pressé contre mon oreille. Le silence de l'autre côté était un vide.
Puis il a été rempli par la voix de Kevin. Ce n'était pas fort ou en colère. C'était pire. C'était calme, mesuré, et complètement dépourvu de chaleur, comme un médecin discutant d'un patient qu'il n'avait jamais rencontré. « Il va bien ?» a dit Kevin. « Écoute, chérie, je sais que c'est difficile, mais tu l'as entendu au téléphone. Il fait juste semblant. Il a l'air fatigué. Est-ce qu'il t'a même posé une seule question sur toi ?» La voix d'Alicia était faible, mince. « Il n'en a pas eu l'occasion, Kevin. J'étais pressé. »« Ce n'est pas le point, » a dit Kevin, son ton patient. « Le point, c'est qu'on ne peut pas continuer comme ça. On met nos vies en suspens. Tu es stressé. Je suis stressé. Et pourquoi ? Pour qu'il puisse errer dans cette grande maison vide en oubliant s'il a pris ses pilules. »« Mais un EHPAD !» a chuchoté Alicia. « Ça semble si cruel. » Puis est venu l'argument final de Kevin. « Ce n'est pas cruel, Alicia. C'est pratique. Les Jardins du Soleil est un établissement très bien noté. Il aura des infirmières, des activités, des gens de son âge. On ne peut pas lui donner ça. Et soyons brutalement honnêtes ici. Nous sommes assis sur un actif de 2,8 millions d'euros. On ne peut pas commencer notre avenir. On ne peut pas investir. On ne peut pas voyager tant qu'on ne débloque pas cette valeur. Il doit aller en EHPAD. C'est la seule solution logique. On vend la maison, on utilise une petite partie pour financer ses soins indéfiniment, et on peut enfin vivre. C'est la bonne chose à faire pour tout le monde. Il y a eu un long soupir d'Alicia. C'était le son d'une reddition finale. « D'accord, » a-t-elle dit, sa voix à peine audible. « D'accord, Kevin. » J'ai entendu le clic du téléphone qui se déconnectait. Le silence qui s'est précipité dans la pièce était plus lourd, rempli des mots que je n'étais jamais censé entendre. Ma fille, mon Alicia, avait accepté de me jeter comme si j'étais un meuble vieux et gênant. Je me suis lentement abaissé dans le fauteuil, près de la fenêtre. Mon regard a dérivé vers la cheminée, vers la dernière photographie que j'ai de Léna. C'était de notre 50e anniversaire. Un autre souvenir a refait surface, ses derniers jours à l'hôpital. Alicia tenait la main de sa mère. Léna avait regardé notre fille et chuchoté « Prends soin de ton père, ma petite fille. Il va avoir besoin de toi. » Et Alicia avait promis « Je le ferai, maman. Je promets que je prendrai toujours soin de lui. » Cette promesse résonnait dans le bureau silencieux, un fantôme se moquant de ma stupidité. Mais quelque chose d'autre commençait à se former. C'était dur et clair comme de la glace. La douleur devenait une fondation. Je n'étais pas juste un vieil homme à gérer. J'étais Jérôme Dubois. J'étais le gardien de la mémoire de Léna. J'étais le constructeur de cette maison et de cette vie. Une résolution tranquille s'est installée sur moi. Ce n'était pas de la vengeance. C'était de la justice. C'était honorer une promesse que ma fille avait oubliée. J'ai regardé le téléphone. Maintenant, un outil. J'ai déverrouillé l'écran et mon pouce s'est arrêté sur un nom. Marcus Beaumont. Il était temps de dessiner de nouveaux plans. Le matin après l'appel téléphonique, je me suis réveillé avant le soleil. Le chagrin était toujours là, mais ce n'était plus un brouillard. C'était une pierre humide sur laquelle j'aiguisais mon esprit. S'ils voulaient un vieil homme fragile et oublieux, alors c'est exactement ce que j'allais leur donner. Ma carrière avait été consacrée à construire des structures conçues pour durer un siècle. Maintenant, mon projet final serait de construire une fiction, un personnage si croyable qu'il mènerait ma propre fille à une vérité à laquelle elle ne pourrait échapper. La performance a commencé au petit déjeuner. Je me suis assis à table, ma main tremblant très légèrement quand j'ai tendu la main vers mon café. Kevin lisait les nouvelles financières sur sa tablette et Alicia remuait listement son yaourt. J'ai pris ma cuillère pour manger mon porridge et juste quand elle s'approchait de ma bouche, j'ai laissé mes doigts se détendre. La cuillère a cliqué sur le carrelage. Alicia a laissé échapper un soupir lourd. « Papa, fais attention. » Kevin n'a même pas levé les yeux de son écran. Il a juste souri avec suffisance. J'ai regardé la cuillère, mon visage un masque de confusion. « Oh !» ai-je murmuré. « Idiot de moi, elle a juste glissé. » Kevin a jeté un regard à Alicia qui disait « Tu vois, c'est de ça que je parle. » Il voyait un symptôme. Je voyais la première brique posée dans ma nouvelle fondation. Plus tard, j'ai trouvé Kevin sur la terrasse. Je me suis approché de lui. « On dirait qu'on pourrait avoir de la pluie, » ai-je dit, plissant les yeux vers le ciel parfaitement bleu. Il m'a regardé étrangement. « Les prévisions disent du soleil toute la semaine, Jérôme. » J'ai hoché lentement la tête. 1 heure plus tard, je l'ai trouvé dans le salon. « Le ciel a l'air un peu gris, » lui ai-je dit. « Je pense qu'il pourrait pleuvoir. »
Kevin a posé son téléphone et m'a regardé avec patience condescendante. « Jérôme, on vient d'en parler. Il ne va pas pleuvoir. » Il parlait lentement, fort. J'ai secoué la tête. « Bon. Désolé, fiston. Mon esprit est partout aujourd'hui. » Chaque question répétée était une autre pierre sur la balance, rendant leur plan cruel non seulement logique, mais compatissant. Le courrier est devenu une pièce de théâtre quotidienne. Un jour, Kevin m'a tendu une enveloppe, la facture d'eau. Je l'ai fixée, la retournant. « C'est pourquoi ?» ai-je demandé. Moi, un homme qui avait géré une équipe de 50 hommes, je prétendais ne pas reconnaître une facture. Kevin a soupiré. « C'est la facture d'eau, Jérôme. » Il parlait comme si je n'avais jamais vu de chiffres. Je l'ai laissé me l'expliquer pendant 5 minutes. Son ton condescendant était le carburant de mon moteur. Le soir, j'ai perfectionné l'art de m'endormir dans mon fauteuil. Ma respiration devenait profonde et lente, et le livre glissait au sol. Dans ces moments, il parlait librement. « Il est épuisé », chuchotait Kevin à Alicia. « Il ne peut même pas finir un chapitre. On fait la bonne chose, chérie. » Et ma fille était d'accord. Chaque mot était un autre clou dans un cercueil qu'il construisait sans réaliser que ce n'était pas pour moi. Le lendemain, j'ai dit à Kevin que je me sentais fatigué. Au moment où ils sont partis faire les courses, j'ai marché 3 kilomètres jusqu'à un magasin et j'ai acheté un téléphone prépayé avec du liquide. Mon premier appel était à Marcus Beaumont. Je n'avais pas eu besoin d'un avocat depuis des années, mais j'allais bientôt avoir besoin du meilleur. Plus que ça, j'avais besoin d'un ami à qui confier ma vie. Marcus Beaumont et moi, ça remonte à 55 ans. On s'est rencontrés dans la boue du service militaire, on a servi ensemble, et il était mon témoin au mariage avec Léna. Il m'a soutenu à ses funérailles. Il était la seule personne qui connaissait toute l'histoire de ce que Léna et moi avions construit. Je lui ai dit de me rencontrer dans un petit café de l'autre côté de la ville. Un endroit avec des banquettes usées et un café fort. Un endroit où ma fille et son mari ne seraient jamais pris morts. Il était déjà là quand je suis arrivé. À 76 ans, Marcus était toujours tranchant, habillé d'un costume sur mesure. Il s'est levé et m'a embrassé. « Jérôme, vieux chien, ça fait trop longtemps. Qu'est-ce qui est si urgent ?» Je ne perdis pas de temps. Je lui ai tout raconté. Les chuchotements, les meubles déplacés, les clés de voiture, l'obsession de Kevin pour la valeur de la maison. Et puis l'appel téléphonique. Pendant que je parlais, j'ai regardé les émotions se succéder sur son visage. Confusion, puis horreur. Quand j'ai fini, sa mâchoire était serrée. Il n'a pas offert de pitié. Il a dit quelque chose de bien mieux. « Ce fils ingrat. Je ne l'ai jamais aimé, Jérôme. Je te l'ai dit à leur mariage. » Une vague de soulagement m'a submergé. Je n'étais pas juste un vieil homme fou. Ma colère était justifiée. Puis Marcus a changé d'attitude. L'ami en colère a reculé et l'avocat a pris sa place. Il a sorti un carnet et un stylo. « D'accord, Jérôme, » a-t-il dit, sa voix professionnelle. « Allons à la guerre. Ils veulent te traiter comme si tu étais incompétent ? Parfait, on va utiliser ça. Mais d'abord, parle-moi de la maison. Le nom de qui est sur l'acte ? Y a-t-il une fiducie ? » Je me suis penché en avant. « C'est pourquoi je t'ai appelé, Marcus. Léna et moi avons toujours été des planificateurs. Il y a une fiducie, la fiducie familiale du bois. » Un sourire lent s'est répandu sur le visage de Marcus. C'était le sourire d'un prédateur qui venait de sentir l'odeur de sa proie. « Oh, il y en a une maintenant ?» a-t-il dit doucement. « Jérôme, mon ami, on va leur apprendre à jouer aux échecs. » Marcus s'est penché en avant, joignant ses doigts. « Jérôme, Léna était une femme brillante. Quand vous avez établi la fiducie familiale du bois, vous n'avez pas juste construit un mur. Vous avez construit une forteresse. » Il a pris un paquet de sucre. « Pense à la maison comme ce paquet, » a-t-il dit. « La plupart des gens possèdent leur maison directement. Mais toi et Léna, vous avez mis la maison dans une boîte en acier verrouillée. Cette boîte, c'est la fiducie. » Il a mis sa tasse de café sur le paquet. « Vous vous êtes fait les seuls avec les clés. Quand Léna est partie, sa clé t'a été transmise. Maintenant, tu es le seul fiduciaire. Tu as le droit exclusif de faire tout ce que tu veux avec ce qui est à l'intérieur. » J'ai hoché la tête, me rappelant les longues nuits avec notre avocat. Léna était toujours la planificatrice. « Alicia est bénéficiaire, » continua Marcus. « C'est la partie que ton gendre a mal comprise. Il a supposé que bénéficiaire signifiait propriétaire, mais ce n'est pas le cas. Elle peut vivre dans la maison, mais elle ne peut pas la vendre. Elle ne peut rien faire sans ta signature. Toute vente qu'ils essaient est un fantôme. C'est de la fraude. »
puis ses yeux ont brillé. Mais voici la belle partie. Pendant qu'ils vendent une maison fantôme, toi, tu peux silencieusement vendre la vraie maison à un vrai acheteur. Nous conduirons une vente légitime juste sous leur nez. Les semaines suivantes sont devenues une étrange pièce en 2 actes. Pendant que je continuais ma performance d'homme s'effaçant, mon vrai travail a commencé. Je les entendais dans la cuisine, étalant des documents sur la table. Kevin était constamment au téléphone avec des termes comme vérification préalable et clôture séquestre. C'est dans la poche, je l'entendais dire. L'acheteur est un groupe d'investissement privé. Il pète content. Je savais que le groupe était probablement une société écran qu'il avait créée. Il ne vendait pas une maison. Il faisait un tour de magie, essayant de sortir 2,8 millions d'euros d'un chapeau qui ne lui appartenait pas. Alicia était consumée par la planification de voyage. Des brochures pour la Chine étaient éparpillées parmi les papiers. « Billet première classe, Kevin, on l'a mérité », disait-elle. Pendant ce temps, Marcus et moi nous rencontrions dans une salle de conseil au centre-ville, avec les directeurs du Fonds de préservation du patrimoine de l'Ouest parisien. Ils n'étaient pas des investisseurs glissants. C'étaient des historiens, des architectes. Le chef du fonds était Éléonore Dubois, une professeure retraitée. « Monsieur Dubois, m'a-t-elle dit, ce que vous et Léna avez construit est plus qu'une maison. C'est un monument. C'est une pierre angulaire de l'histoire de ce quartier. Nous voulons la préserver. » Il voulait faire déclarer la maison site historique et créer une bourse au nom de Léna. Un mardi, Kevin et Alicia ont tenu leur cérémonie de signature. Ils ont fait sauter du champagne et se sont portés un toast. « À notre avenir », a dit Kevin. Ils pensaient que j'étais témoin de leur triomphe. Le vendredi suivant, j'ai eu ma propre signature. Pas de champagne, juste une pièce silencieuse, un notaire et Madame Dubois. Alors que je signais, je n'ai pas ressenti une perte. J'ai ressenti une paix profonde. Je ne liquidais pas un actif. Je cimentais un héritage. Ce soir-là, ils m'ont annoncé « Papa, nous avons de merveilleuses nouvelles. La maison est vendue. Et pour célébrer, on va en Chine pour 2 semaines. » Ils venaient de me donner la dernière pièce du puzzle, une fenêtre de 2 semaines pour démanteler leur fantasme pièce par pièce. Le jour où les déménageurs sont venus était silencieux. Je me suis assis dans mon fauteuil, le dernier meuble à être chargé, et je les ai regardés emballer ma vie avec efficacité. Alicia et Kevin étaient en Chine, envoyant des photos d'eux devant des temples. Ils n'avaient aucune idée que leur monde entier était démantelé. Quand mon fauteuil a été emporté, je suis resté seul dans le silence caverneux. J'ai commencé ma tournée finale, un adieu silencieux à la vie que Léna et moi avions construite. Dans la cuisine, je pouvais presque voir Léna fredonnant en étalant la pâte pour une tarte. Dans le couloir, je sentais les marques fantômes où nous mesurions la taille d'Alicia. « Regarde, Jérôme, c'est une géante !» avait ri Léna. Nous célébrions sa croissance, n'imaginant jamais qu'elle essaierait de me rabaisser. Dans notre chambre, je regardais le vieux chêne par la fenêtre. Dans notre chambre, je regardais le vieux chêne par la fenêtre. J'abandonnais la vue, mais pas le souvenir. Pour sauver une chose, parfois vous devez la laisser partir. Je ne perdais pas une maison. Je m'assurais que son histoire serait racontée correctement. J'ai tiré la lourde porte de chêne pour la dernière fois. Le son du loquet s'enclenchant était le son le plus final que j'ai jamais entendu. La forteresse était maintenant sécurisée. Je me suis assis dans le fauteuil de mon nouvel appartement, celui qui était autrefois une horreur dans mon ancien salon. Dehors, les lumières de la ville scintillaient contre le bleu profond du crépuscule. Une tasse de tisane reposait à côté de moi. J'étais calme. Mon téléphone a vibré avec une notification de la compagnie aérienne. Leur vol de Shanghai avait atterri il y a 1 heure. À ce moment précis, je savais qu'ils étaient dans un taxi, perçant le trafic du soir, rentrant à la maison. Je pouvais imaginer la scène si clairement. Alicia pencherait sa tête contre la vitre, fatiguée du vol mais bourdonnant d'énergie. Kevin serait sur son téléphone, vérifiant son compte bancaire. « Je n'arrive pas à croire que c'est réel », dirait Alicia. La Chine était un rêve, mais j'ai hâte de commencer notre vraie vie. Kevin ne lèverait pas les yeux. Le virement devrait avoir été finalisé pendant qu'on était en l'air. 2,8 millions d'euros, bébé, liquide. Je t'avais dit que le plan était solide. Alors, tu as décidé de la couleur pour ta nouvelle décapotable ? Leur conversation serait une liste de courses fantasmées. Un bateau pour lui, une maison moderne pour eux. À un moment, Alicia pourrait dire « Je me sens un peu mal pour papa ». Et Kevin l'écarterait « Ne le fais pas, on a fait ce qui était le mieux pour lui. Il n'aurait pas su quoi faire avec tout ce capital.
Nous avons maximisé l'actif. Le taxi tournerait dans la rue familière. Et là, elle serait, ma vieille maison, les attendant comme un prix à la fin d'une course qu'il ne réalisait pas avoir déjà perdue. Kevin, avec une démarche fanfaronne, ferait teinter la clé dans sa main. Il remontait l'allée de pierre. Kevin irait à la porte, le conquérant revenant à son château. Il glisserait la clé dans la serrure. Elle tournerait. Un clic satisfaisant. Ce petit détail était une courtoisie de Marcus. Il voulait qu'ils aient ce dernier moment de certitude absolue, avant que le sol s'effondre sous eux. Kevin pousserait la porte, s'attendant au parfum de cire citronnée et de vieux livres. Au lieu de cela, la porte s'ouvrait sur une caverne de silence résonnant. La maison était une coquille creuse. La lumière du soir tranchait à travers l'espace vide, illuminant la poussière où leurs vies étaient avant. Des rectangles pâles sur les murs où des photos avaient été accrochées. Les parquets nus amplifiaient le son de leur respiration. Le sourire de Kevin a gelé, puis s'est effondré. « Qu'est-ce que... » chuchoterait-il. Alicia serait sur le seuil, une main volant à sa bouche, ses yeux sautant d'un espace vide à l'autre. Ce n'était pas le chaos d'un cambriolage. C'était une absence, un vide délibéré et terrifiant. Leurs yeux auraient balayé le sol, et ils l'auraient vu. Une enveloppe blanche au centre de l'entrée. Impossiblement petite dans le grand vide, mais commandant toute leur attention. Ce n'était pas du courrier. C'était une déclaration. Alicia bougerait en premier, ses pas hésitant vers l'enveloppe. Sa main tremblerait en la ramassant. Elle l'ouvrirait avec incertitude. Cette propriété, commencerait-elle à lire à voix haute, a été vendue le 5 septembre au Fonds de préservation du patrimoine de l'Ouest parisien. Le premier coup, Kevin arracherait le papier. Quoi ? Non, c'est impossible, il ne peut pas faire ça. Vos affaires ont été déplacées à l'unité de stockage numéro 247. Les 12 premiers mois ont été payés. Le deuxième coup, rendant cela indéniablement réel. Kevin deviendrait rouge de fureur. J'ai des papiers, j'ai un acheteur, je vais ruiner ce vieux fou sénile. Il sortirait son téléphone, essayant d'arrêter un raz-de-marée qui s'était déjà écrasé. Cette clé cessera de fonctionner à minuit. Ce n'était pas votre maison à vendre, c'était l'héritage de ma femme à protéger. Le coup final. Kevin laisserait échapper un rugissement de rage impuissante, mais Alicia comprendrait. Elle verrait tout le jeu d'échecs de 2 ans étalé nu, réalisant qu'elle avait été un pion depuis le début. Elle regarderait les rectangles pâles, son mari enragé, le papier qui avait démantelé leur vie. Et puis, elle ouvrirait sa bouche. Ça commencerait comme un halètement et se développerait en cri. Le son d'une âme qui se brisait. Le son des conséquences arrivant juste à l'heure. Pendant qu'une tempête de leur propre création se déchaînait sur ma fille et mon gendre, mon monde était parfaitement calme. Il n'y avait pas d'écho de cris dans mon nouvel appartement. Seulement le sifflement doux de l'eau chaude dans ma tasse de céramique. Ce nouvel espace était plus petit que ma ancienne maison. Il était propre, moderne et dégagé. Il était mien. Pour la première fois en 2 ans, je pouvais respirer sans sentir le poids de regards pleins de ressentiment. Je n'étais pas heureux. Le sentiment qui s'était installé sur moi n'était pas le triomphe d'un vainqueur. C'était une paix solennelle, un profond sentiment de justesse. C'était le soulagement silencieux d'une tempête qui s'était finalement brisée, une tempête que j'avais dû invoquer pour éclaircir l'air pour de bon. Je n'avais pas agi par vengeance. J'avais agi pour restaurer un équilibre qui avait été cruellement bouleversé. Leur cri n'était que le premier écho d'un bâtiment qui s'effondrait. Une maison construite sur un mensonge ne peut pas tenir. Et le plan de Kevin était un château de cartes construit dans un ouragan. Voici ce qu'il découvrirait bientôt dans des réunions froides avec des gens qui ne se soucient pas de leurs sentiments. Pour obtenir leurs 2,8 millions d'euros, Kevin n'avait pas juste prétendu vendre la maison. Il avait fait contracter une hypothèque très réelle à sa société fantôme auprès d'une banque très réelle, utilisant ma maison comme garantie. C'est un crime grave. Ça s'appelle fraude bancaire. La banque, croyant la vente légitime, avait viré ses millions aux vendeurs. C'était l'argent pour leur billet première classe vers la Chine. Maintenant, l'acheteur fantôme ne ferait aucun paiement. La banque viendrait collecter sa garantie, mais trouverait le fonds de patrimoine détenant un titre blindé. Ils découvriraient que leur prêt était garanti avec un actif que l'emprunteur n'avait jamais possédé. Les 2,8 millions qu'ils pensaient être leur clé pour une nouvelle vie étaient maintenant une dette colossale à rembourser immédiatement. Et quand la banque en aurait fini, le procureur commencerait probablement sa propre enquête. Je n'avais pas eu à les pousser de la falaise. J'avais juste dû m'écarter et les regarder courir vers le bord les yeux fermés, aveuglés par leur avidité.
L'appel est arrivé une semaine plus tard. J'arrosais une plante sur mon balcon quand le nom d'Alicia a clignoté sur l'écran. J'ai considéré ne pas répondre, mais je savais que je devais. C'était le dernier morceau de l'ancienne structure à abattre. J'ai répondu et n'ai rien dit. De l'autre côté, il n'y avait que le son d'une respiration difficile, puis un sanglot. « Papa ?» La voix d'Alicia était brisée. « Papa, je suis tellement désolé. Kevin m'a dit que c'était la seule façon. Il a dit que tu n'étais pas en sécurité. J'étais si stupide, papa, si faible. Nous avons tout perdu. La banque prend tout. Je suis tellement désolé. » Elle s'est dissoute en larmes. J'ai écouté. J'ai laissé le silence s'étirer, la laissant sentir le poids de l'espace qu'elle avait créé entre nous. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas dit « je te l'avais dit ». Quand ses sanglots se sont calmés, j'ai parlé, ma voix calme. « Je t'entends, Alicia. » Un autre silence. Je pouvais la sentir attendre le pardon, une solution. Je n'ai offert ni l'un ni l'autre. L'homme que toi et ton mari avez essayé de mettre en EHPAD n'existe plus. J'ai continué. Le père dont l'amour inconditionnel vous avait traité comme un compte en banque n'existe plus. Si nous devons avoir une relation à nouveau, ce sera une nouvelle. Elle sera construite de zéro sur une fondation d'honnêteté, et elle commencera par le respect. « Je te respecte, papa », a-t-elle chuchoté désespérément. « Non, Alicia », ai-je dit, ma voix douce mais ferme. « Tu ne le fais pas, mais tu peux apprendre. Le respect n'est pas quelque chose que tu peux hériter ou exiger. Il doit être gagné. La route devant toi est longue et difficile. Qu'elle mène vers moi ou non dépend entièrement de toi et des choix que tu feras à partir d'aujourd'hui. Au revoir, Alicia. » J'ai terminé l'appel avant qu'elle puisse répondre. J'ai posé le téléphone, non pas avec colère, mais avec une finalité triste. La porte vers notre ancienne vie était maintenant verrouillée. Si elle voulait en construire une nouvelle, elle devrait trouver les outils elle-même. À la fin, j'ai dû donner la maison pour vraiment la sauver. Ça sonne comme une contradiction, je sais. J'aurais pu laisser une fortune immobilière à ma fille, un héritage de 2,8 millions d'euros. Au lieu de cela, j'espère lui avoir laissé quelque chose de bien plus précieux, la leçon coûteuse et douloureuse des conséquences. C'est une leçon qu'elle passera des années, peut-être le reste de sa vie, à essayer de comprendre. Un véritable héritage n'est pas quelque chose que vous pouvez vendre ou faire évaluer. Il n'est pas écrit dans un testament. Il est écrit dans vos actions. C'est la dignité silencieuse que vous refusez de rendre. C'est l'honneur par lequel vous vivez et le respect que vous commandez, non pas avec votre argent, mais avec votre caractère. Ils ont essayé de prendre ma maison, mais en le faisant, ils m'ont forcé à me rappeler sur quoi ma vraie maison était construite. Elle était construite sur la fondation de ma propre estime de soi. J'ai vendu une maison, mais j'ai réclamé ma vie. J'ai 75 ans et je construis à nouveau. Cette fois sur une fondation que personne ne pourra jamais me prendre. Cette histoire est un rappel puissant que les plus grandes trahisons ne viennent souvent pas d'ennemis, mais de la famille qui tient l'amour pour acquis. Elle nous enseigne que la valeur d'une personne ne se mesure pas à son âge ou à sa faiblesse perçue, mais à son caractère et à sa résilience. Quand on est poussé au bord du gouffre, la sagesse silencieuse et la planification méticuleuse sont des armes bien plus redoutables que les réactions émotionnelles bruyantes. Elles soulignent une vérité cruciale. Le respect est le fondement non négociable de toute relation. Et quand il est brisé, toute la structure est destinée à s'effondrer sous le poids de sa propre avidité.